Bonjour. Ce diagramme, ce chapitre concernant la thermodynamique électrochimique, il est consacré à l'établissement du diagramme de Bourbet, et ceci par la représentation du potentiel chimique, noté mu, en fonction de pH. Ce diagramme, il est intéressant. Il permet de visualiser la chimie des éléments métalliques dans l'eau. Également, ce diagramme a un intérêt important, c'est-à-dire il permet, dans la représentation, dans les axes potentiels chimiques, pH, il permet de délimiter les domaines de prédominance ou bien de stabilité des espèces métalliques dans l'eau. Et ceci, il a un intérêt important lors de leur séparation à partir d'un minerai. Et ceci est intéressant pour les industriels. Il permet d'établir les conditions d'une bonne séparation. Avant de développer l'expression de potentiel chimique, il est essentiel ou il est important de voir la définition ou bien la signification de quelques termes qu'on rencontre souvent dans la littérature. On va commencer par un système. Un système, tout simplement, il est constitué d'un ensemble, soit mono constitué par une seule phase ou bien par plusieurs phases. Et chaque phase ou bien chaque phase, il peut être constitué d'un seul constituant ou bien plusieurs constituants. Parmi un exemple couramment que vous allez rencontrer, c'est un système, il peut être l'ensemble d'une électrode dans une solution ou bien un électrolyte. Ce système, il peut échanger avec de milieux extérieurs de l'énergie et pas de la matière. Dans ce cas, on parle d'un système fermé. Dans le cas où il échange avec le milieu extérieur de l'énergie et de la matière, on parle d'un système ouvert. Dans le cas où il y aurait ni échange ni de l'énergie ni de la matière avec le milieu extérieur, on parlerait d'un système isolé. Ce système, il peut être dans un équilibre chimique ou bien dans un équilibre électrochimique. On parlerait d'un système dans un état purement chimique dans le cas où sur les systèmes, il s'exerce que les forces de pression et aussi les forces de liaison. Dans le cas où il y a une création d'un champ électrique entre ces phases, il se développe une différence de potentiel entre les phases. Dans ce cas-là, on parlerait d'un système, d'un système électrochimique. Voyons maintenant que chaque état de système, il peut être caractérisé par la pression et la température en tout phase. D'accord? C'est-à-dire que un état, un état thermodynamique ou bien un état thermomécanique. Dans le cas, le système, il est dans le cas d'un état thermodynamique, c'est-à-dire dans le cas où la pression et la température sont identiques en tout point de système et les phases sont homogènes. Il n'y aurait pas de transfert de la matière entre les phases. Dans le cas où on assisterait en plus de la température et la pression à un transfert ou bien un échange de la matière entre les phases, on parle que d'un système dans un état thermomécanique. Il ne faut pas confondre avec le système dans un état thermodynamique. Cet état thermodynamique, c'est souvent
on l'appelle équilibre physico-chimique. Un état thermo, un état thermodynamique, il peut être décrit macroscopiquement par des variables, par des variables thermodynamiques, à savoir, à savoir les variables intensives et les variables extensives. Les variables intensives, généralement, sont des variables dont la valeur elle peut être fixée en tout point du système, comme la pression, la température et la fraction molaire. Ces variables sont les mêmes en tout point de la même face. Également, pour les variables extensives, c'est-à-dire leurs valeurs, peuvent être évaluées seulement en considérant l'ensemble du système, par exemple comme le volume, le nombre de moles total, par exemple. Dans ce diapo-là, j'ai rassemblé différents facteurs intensifs et extensifs rencontrés généralement. Parmi les facteurs intensifs, il y a les forces de pression, la température, le champ électrique. Parmi les facteurs extensifs, entre les volumes, les longueurs, les quantités d'électricité. Voyons maintenant la relation qui existe entre ces facteurs intensifs et extensifs. Généralement, généralement, le facteur intensif il est représenté par la variation d'énergie pour une variation de facteurs extensifs correspondants et que les autres facteurs ils sont fixes. Par exemple, considérons l'énergie interne qui résulte de déplacement de point d'application d'une force. Donc, il est donné par dU est égal à la force fois la variation de déplacement. Donc, la fois, on peut l'exprimer en fonction de la variation d'énergie, en fonction de la variation de facteurs extensifs correspondants et les autres facteurs sont fixes. On voit bien à partir de cette formule, on voit bien que cette formule, il donne une définition rigoureuse de la notion de force. On voit qu'une force, elle est définie par la variation d'énergie, variation partielle de l'énergie, lorsque ce système il ne subit aucun autre échange d'énergie que celui qui résulterait de déplacement de point d'application de la force. On peut, à partir de cela, on peut qu'il est possible maintenant de concevoir que toute énergie, il peut se mettre sous la forme de produits d'un facteur intensif et de facteurs extensifs. En résumé, cette relation, il en résulte que toute variation d'énergie, elle est sous forme de produit d'un facteur intensif et fois facteur et le facteur extensif.
Voyons maintenant la notion de fonction d'état. Une fonction d'état, une fonction d'état, c'est une quantité qui peut être exprimée en fonction de plusieurs variables d'état. Considérons un système fermé, purement chimique, et la quantité d'énergie W et la quantité de chaleur échangée avec le milieu extérieur. Ces quantités échangées avec le milieu extérieur sont, ne sont pas des différentiels totaux, car ils dépendent de la transformation, du chemin de la transformation suivie. À partir de ces deux quantités, on peut faire plusieurs combinaisons. Ces combinaisons aboutissent à des fonctions d'état. Comme exemple, à partir du premier principe de la thermodynamique, que l'énergie interne, elle résulterait de cette combinaison d'état W plus delta Q. Avec cette énergie, ou bien ce travail, il est limité aux forces de pression. Et par suite, vous aurez TU est égal à moins P dV plus θ. Voyons maintenant, à partir du second principe, on peut introduire une autre fonction d'état, c'est l'entropie. Cette entropie peut être reliée à une transformation réversible ou bien une transformation irréversible. Dans le cas d'une transformation réversible, elle est égale à la variation de la chaleur par rapport au temps. Donc, c'est une transformation réversible. Dans le cas d'une transformation irréversible, dans le cas là, elle est supérieure à cette quantité. D'une façon générale, on peut écrire que la variation d'entropie, elle résulte dans delta Q sur T, delta Q prime sur T. Si delta Q' est égal à zéro, on part d'une transformation réversible. Si delta Q' est différent de zéro, on part d'une transformation réversible. À partir de ces deux fonctions, on peut aboutir à d'autres fonctions d'état par des combinaisons, à savoir que, vous savez, à savoir que l'enthalpie serait donnée par la combinaison d'énergie inter plus PV. L'énergie libre aussi est donnée par U moins TS. Également, on peut aboutir à une fonction d'état libre. L'enthalpie libre, elle est donnée par TS. Ou bien, généralement, on passe d'une fonction à l'autre par une simple transformation, c'est-à-dire U plus PV, ça donne H. Également, H moins TS, ça donne delta G. U moins TS, ça donne l'énergie libre. Également, l'énergie libre plus PV, ça donne. Donc, également, on peut introduire une autre fonction d'état, c'est l'affinité. L'affinité, elle est notée grand A. Donc, cette affinité, elle mesure, elle mesure la variation
Il mesure la tendance qu'un système a évolué vers un état final, de façon à avoir une valeur positive lorsque l'avancement de la réaction elle est positif. Cette affinité A, elle prend la valeur de delta G de la réaction, mais en changeant le signe. Cette affinité également, elle est reliée à l'avancement de la réaction. Et l'entropie qui en résulte, elle est reliée à l'avancement de la réaction. Dans le cas l'équilibre, on aura A est égal à 0. Cette affinité est une fonction d'état. Également, on peut exprimer les autres fonctions d'état en fonction de l'affinité. Vous voyez? Donc, l'énergie interne également, elle peut être donnée par W. Également, vous savez que ds est égal et donné par l'expression, le rapport quantité de chaleur sur T plus. Et à partir de cette expression, on peut déterminer que est égal ts ds moins. À partir de cette expression, vous remplacez ça par l'expression de dq' est égal à d f. Donc l'expression et vous aurez dq est égal ts moins 1. Cette expression, vous allez l'injecter dans cette pour déterminer l'énergie interne et par suite l'énergie interne du serait donnée par moins PV plus TDS moins 1. Également, on peut exprimer également l'enthalpie. L'enthalpie est donnée par DU plus DPV. Donc déjà, vous remplacez DU par cette expression qu'on a établie auparavant et par suite, vous aurez que DH est égal, et donc il est donné en fonction de l'affinité. Également, de même façon, on peut déterminer, on peut déterminer les autres fonctions. L'énergie libre, elle est donnée par du moins TDS et vous remplacez du par l'expression qu'on a trouvée auparavant et vous aurez par suite que df est égal, ça donné par moins TDS. Également, de même, on peut déterminer delta G par le même raisonnement que tout à l'heure. Il suffit de remplacer DH par l'expression qu'on a trouvée précédemment. Pour finir, on peut déterminer l'affinité, on peut exprimer l'affinité en fonction de différentes fonctions d'état dans des conditions particulières. Par exemple, dans le cas où A est égal à partir de l'expression qu'on a déterminée tout à l'heure de l'énergie interne, on peut fixer l'entropie et le volume et on détermine TA. De même, pour les autres fonctions, on peut l'exprimer A en fonction à partir de l'expression DH. De même, on peut exprimer A en fonction de la variation de l'énergie libre, également à partir de la fameuse expression de delta G dans des conditions bien particulières, c'est-à-dire dans le cas où la pression et la température sont constantes.